Counter-Intelligence Corps. Alors là, on m'appelle plus sergent, c'est monsieur, sir. On enlève les galons, on met 2 US métalliques sur le col et j'ai une carte où, que ce soit un simple croupion ou le général, il doit me donner les renseignements que je lui demande dans l'exercice de mes fonctions. Et personne ne sait que je suis un sergent-chef. Et on m'appelle monsieur, Mister. Alors, et je pouvais m'habiller en civil. Alors, on me rappelle sur Paris en décembre 1944, quelques jours avant que les Allemands fassent une entrée dans les Ardennes. Je sais pas, j'ai la veine qui m'a poursuivi, on m'envoie m'installer place de l'Opéra à Paris, à l'ex-commandanteau. Paris était libéré. On m'installe dans les bureaux. Je n'avais pas vu ma mère depuis, elle qui avait pleuré parce qu'elle n'allait pas me voir pendant 1 an. J'allais la revoir au bout de 6 ans. Elle avait vu un gamin de 18 ans partir. Et là, elle revoit un soldat de 24 ans. J'ai eu une permission de 24 heures pour aller la voir. C'était un moment très émouvant pour tous les deux, mais pour elle, alors, c'était bon. Enfin. Et après Paris, alors je peux vous dire ce que je faisais à Paris, finalement. Autant vous dire tout ce que je faisais. J'avais 3 missions. La première, qui n'était pas la plus importante, c'était quand un soldat américain voulait se marier avec une Française. La moindre des choses, c'était de savoir si le soldat n'était pas déjà marié et si la jeune femme n'était pas déjà mariée non plus, mais qu'elle voulait simplement partir avec le type démobilisé pour aller en Amérique. Ça, c'était un truc très facile à contrôler, soit par les voisins de la jeune femme ou la concierge. Et pour le GI, c'était très facile pour moi de savoir s'il était marié ou pas. La deuxième fonction que j'avais, c'était autour de Paris. Et dans Paris, il y avait des entrepôts de nourriture américains. Et tout le personnel était des civils français. Les manutentionnaires, et pour travailler dans ces entrepôts ou dans n'importe quelle installation américaine, il fallait au moins s'assurer que la Française ou le Français qui voulait travailler avec les Américains n'avait pas collaboré pendant la guerre ou n'était pas connu comme étant pro-allemand, etc. Donc, je le recevais. Je le faisais parler, je lui demandais ce qu'il faisait pendant la guerre, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il y avait toujours un policier militaire dans le bureau, un très grand bureau. Jamais un type qui avait collaboré s'est présenté à moi pour chercher un emploi. Hein, parce que je suppose que c'était trop risqué pour lui, quoi. Et la troisième fonction que j'ai eue, c'était on m'a envoyé à l'ambassade américaine, qui est toujours à la Concorde, la place de la Concorde, pour classer des papiers secrets, confidentiels, secrets, top secret,
restricted pour les classer. Alors il fallait un homme de confiance. C'était moi. Alors, je dois dire que j'ai rien appris j'ai pas appris grand chose parce que, comme je le dis souvent, si j'avais à classer un papier de Eisenhower disant l'attaque aura lieu demain 6 juin, si je reçois le papier le 5 juin, c'est un scoop. Et si je le reçois le 9 juin, c'est juste bon à être classé. Et c'est ce qui arrivait presque tout le temps. Alors ça, c'était à Paris. Et de Paris, on m'a envoyé à la tête d'un groupe de 6 types du contre-espionnage à Chalon-sur-Marne, où je dirigeais les 5 départements limitrophes, sauf la ville de Reims. Tout ça pour voir qu'il n'y ait pas de bagarre ou de terroristes. Pour moi, la guerre était pour ainsi dire finie. Voilà, ça vous savez. Alors, des anecdotes, j'en ai pas mal. Mais je vais vous en dire juste une parce qu'elle est marrante. 40 ans après, d'abord 40 ans après, j'ai jamais parlé à mes enfants ni à ma femme de ce que j'avais fait pendant la guerre. Ils savaient que j'avais été dans l'armée américaine. Ils savaient que j'avais été dans la 2e division d'infanterie. Mais ils ne savaient pas ce que j'avais fait. Mais quand est arrivé 40 ans après, un disque, une cassette pour expliquer ce que au camp Ritchie, ce que les Américains qui interrogeaient les prisonniers de guerre faisaient, c'est-à-dire une des sections du camp où j'étais, je me suis dit, 40 ans sont passés, je peux maintenant... et le camp n'existe plus de toute façon. Alors, c'est là que j'ai commencé à raconter mon histoire un peu à ceux qui voulaient bien l'écouter. Et nous, après la guerre était terminée, quel était votre sentiment? Visiblement, vous étiez content de s'installer. Il y a parfois un sentiment particulier, c'est qu'on parle toujours du premier jour de la guerre, si je peux dire, jusqu'au dernier jour, mais jamais le lendemain et les jours qui suivent. Et il y a souvent des gens qui disent, pendant des mois, pendant des années, on avait quelque chose à faire pour le lendemain. Et au moment où tout s'arrête, les gens ne savaient plus quoi faire, certains étaient même un petit peu perdus. Quel a été votre sentiment? Vous avez dit, bon, ok, c'est le soulagement, je vais redevenir civil, j'ai autre chose à faire. Ou est-ce que tout d'un coup... Alors, je vais vous dire, ma situation sortait un peu de l'ordinaire avec mes copains. Tous les copains, quand on a débarqué, ils s'éloignaient de leur famille, de leur boulot, de leur pays. Moi, c'était le contraire. Je rentrais chez moi, éventuellement. Alors, mais ils étaient curieux de voir la France, finalement. Mais ça fait rien. Ils avaient une formule, « Let's get it over quickly ». Finissons-en rapidement. Alors, pour revenir, retrouver du boulot, retrouver la famille, évidemment, et retrouver du boulot. Et moi, c'était le contraire, je rentrais chez moi et la guerre était vraiment finie pour moi. Eux craignaient encore d'être envoyés dans le Pacifique. Hein. Enfin,